Voyage vers le futur. Eh oui, les humains ont réussi à coloniser Mars et la Lune. La faim a été vaincue et nos problèmes de surpopulation ont été résolus. Bientôt, notre planète, nos planètes, vont devoir faire face à une nouvelle menace. La Lune aussi. Les chercheurs ont découvert que dans 150 ans, le Soleil allait exploser et détruire tout notre système solaire. Zut alors! On a assez de temps pour construire une flotte d'énormes vaisseaux spatiaux et évacuer tout le monde. Mais les sauts dans l'hyperespace, ça, on ne sait pas faire. Ça fait longtemps qu'on n'a plus cherché de potentielles planètes vivables et la plus proche se trouve à plusieurs millions d'années de voyage. Pas le choix. Toute l'humanité est embarquée sur d'immenses vaisseaux et l'interminable voyage commence. Plusieurs dizaines d'années passent. On quitte le système solaire et on assiste à l'explosion du Soleil. Il n'y a plus de lumière, juste quelques petites étoiles au loin. Du noir à l'infini tout autour. Tous les vaisseaux sont en pilote automatique et rien ne peut dévier leur trajectoire. Même si tout le monde à bord disparaît, le vaisseau arriverait quand même à destination. D'un côté, c'est positif parce que les humains pourront survivre pendant encore des millions d'années. De l'autre, après tout ce temps passé dans l'espace, ils seront totalement différents. Les passagers des vaisseaux qui arriveront sur la nouvelle planète seront devenus des biomasses palpitantes informes placées dans des exosquelettes en métal. Voilà pourquoi. Dans l'espace, les os et les muscles deviennent plus fragiles. Il n'y a pas de gravité et donc aucune pression n'est exercée sur le corps, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Les astronautes de l'ISS font d'ailleurs énormément d'exercices pour ne pas perdre leurs muscles. Revenons à notre histoire. Il y a des salles de sport et des machines qui simulent la gravité sur chaque vaisseau. Pour faire des économies d'énergie, elles ne sont mises en marche que quelques heures par jour. Malheureusement, faire du sport n'est pas suffisant. Au bout de 100 ans, les os deviennent si friables que n'importe quel mouvement, même peu intense, peut provoquer des blessures. Encore 100 ans, et on ne peut plus tenir debout. Mais ce n'est pas seulement à cause des os fragiles. Après toutes ces années en apesanteur, le corps humain a déjà beaucoup changé. Un des gros problèmes, c'est que les passagers perdent le sens de l'équilibre. Quand ils essaient de se lever, ils tombent. Les capitaines des vaisseaux ont démantelé les machines à gravité, elles ne marchaient pas de toute façon. Petit à petit, tout le matériel de sport a été récupéré et transformé en pièces de rechange pour le vaisseau. Le manque de gravité n'a pas seulement affaibli les passagers, il les a aussi rendus plus grands. La colonne vertébrale a besoin de gravité pour rester stable. Sans gravité, les disques vertébraux se sont écartés. Les humains commencent à ressembler à des jouets gonflables. On distribue à tous les passagers des bras et des jambes mécaniques. On les enfile et c'est parti. Bidouiller le moteur, nettoyer les chambres, évacuer les ordures dans l'espace, soulever un objet, tout ça est impossible sans les bras et les jambes mécaniques. Plus le temps passe, plus les passagers deviennent impuissants. Par chance, les combinaisons mécaniques deviennent de plus en plus performantes. Depuis l'explosion du Soleil, la vue des humains a pris un sacré coup. Dans les vaisseaux, une lumière artificielle qui répand de la vitamine D remplace la lumière du Soleil. Le manque général de lumière fait dilater les pupilles des passagers. Au bout de quelques centaines d'années, leur vue commence vraiment à baisser. Mais ce problème est résolu grâce à la technologie. Des lentilles artificielles qui accentuent la lumière les empêchent de devenir complètement aveugles. Les vaisseaux sont désinfectés chaque jour pour empêcher la multiplication de bactéries et de microbes. Ça signifie aussi que le système immunitaire de l'être humain n'a plus aucune maladie à contrer. Très vite, il ne sera plus capable de se protéger et un simple rhume pourrait lui être fatal. Pour l'instant, aucun germe détecté à bord. Mais que va-t-il se passer en chemin ? Sur le vaisseau, il y a des millions de plantes qui poussent dans des serres spéciales grâce à de l'eau et de la lumière ultraviolette. Les plantes produisent de l'oxygène qui est distribué dans tout le vaisseau. Bien évidemment, ce n'est pas assez pour des millions de personnes, mais ça reste un petit souvenir. À force de vivre sur des vaisseaux spatiaux, les passagers se sont adaptés et ont presque arrêté de respirer. Les poumons ont pratiquement disparu et les êtres humains trouvent d'autres façons d'assimiler l'oxygène, par l'eau, par des réservoirs d'oxygène liquide.
l'espèce se transforme totalement. Mais tout n'est pas négatif. L'ingénierie génétique fait d'énormes progrès tous les ans. De vraies combinaisons de survie sont créées. Elles donnent de la force et de la vitesse, permettent de bouger, de voir, d'entendre et même de parler. Les voix des passagers sont devenues si faibles qu'ils ne peuvent plus que chuchoter. Heureusement, dans les combinaisons, il y a un micro et des amplis. La nourriture est finie. Il n'y a plus que des liquides spéciaux. De toute façon, l'estomac humain ne peut plus rien digérer après toutes ces années dans l'espace. Un petit goûter pour la route ? Hors de question. Au début, il y avait plusieurs types de nourriture de l'espace. Mais au fur et à mesure, les passagers ont oublié le goût des choses. Ils ont arrêté d'aromatiser les liquides et les papilles gustatives ont cessé de fonctionner. Ils ont perdu le sens du goût. Pour certains, cette vie est insupportable. Mais ils ont toujours le choix. Ils peuvent s'enfermer dans une capsule de cryogénisation pendant des millions d'années. Il suffit de se faire décongeler à l'arrivée. Mais c'est très risqué de rester congelé aussi longtemps. Il est possible qu'un météore heurte le vaisseau, ou pire. Les passagers tentent une autre approche. Ils téléchargent leur conscience sur un ordinateur. C'est plus sûr et ça demande moins d'énergie. Comme ça, quand on se réveille, il suffit de déplacer les données de sa conscience dans une nouvelle combinaison humaine modifiée. Certaines personnes décident de rester éveillées et de mener une vie normale. Des milliers d'années passent, puis des millions. Les humains sont vraiment différents maintenant. Tous leurs membres sont artificiels et leur exosquelette est contrôlé par la pensée. Avec le temps, les bras, le cou, les jambes et les colonnes vertébrales sont devenus de plus en plus petits. Les os s'effritent et finissent par se dissoudre. Les yeux, les nez et les bouches disparaissent. Le cerveau n'est plus protégé par le crâne, il est juste entouré de peau. Il ne reste plus que la pensée. Les humains sont désormais de puissants robots ultra performants, commandés par un petit sac palpitant rempli de cervelle. Ça fait plusieurs millions d'années que les humains ont quitté la Terre. Tous les passagers ont oublié que leur espèce est née sur une planète où il y avait de la gravité. L'histoire de la vie sur Terre est devenue un mythe, une légende. La plupart des humains à bord pensent que les vaisseaux sont leur seul lieu de vie possible et qu'ils n'ont jamais vécu autre part. C'est pour ça que lorsque les humains arrivent enfin à destination, personne n'a vraiment envie de débarquer ni d'explorer. La vie sur une nouvelle planète inconnue, pas très pratique avec ses costumes de l'espace. La gravité, l'air, les bactéries, les germes, ça va prendre plusieurs milliards d'années pour que l'humanité évolue et s'habitue à ces nouvelles conditions. Heureusement, il y a la technologie. À ce stade, tous les humains sont téléchargés dans de nouvelles combinaisons robots. Les passagers peuvent choisir, ils peuvent débarquer et faire de cette planète leur nouvelle maison, ou rester là et vivre à bord du vaisseau. Ceux qui choisissent de ne pas débarquer partent explorer les méandres de l'espace, à la recherche de nouveaux mondes. Les autres doivent s'adapter aux nouvelles conditions de vie. C'est très différent de la vie sur Terre. Il y a une différente densité de l'air, des conditions météo différentes et de nouveaux éléments chimiques étranges. Ça va prendre des millions d'années pour que ces robots-cerveaux se retransforment. Un jour, les descendants de ces humains voudront connaître leurs origines. Ils construiront un vaisseau qui leur permettra de voyager dans l'espace-temps. Leur recherche les conduira à la Terre de maintenant. Ça peut sembler fou, mais imagine que demain, quelqu'un atterrisse dans ton jardin et que ce soit l'un de tes descendants, venus du futur. Les passagers qui seront restés à bord des vaisseaux trouveront peut-être de nouvelles planètes sur lesquelles ils décideront de vivre. Leurs corps aussi s'adapteront et se transformeront. Dans des millions d'années donc, l'univers sera habité par d'étonnantes créatures qui auront toutes une chose en commun. À l'origine, toutes étaient des humains. À l'origine. De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation ? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée ? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien ?
Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale, de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation? De quels équipements disposons-nous? Avec quoi allons-nous extraire les ressources? De quelles compétences aurons-nous besoin? Tu sais quoi? Qui s'en soucie? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques. Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire.
fabriquer des outils par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film Seul sur Mars. Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants: la gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation, et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe, et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes.